Voilà, le but, c'était de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire en ophtalmologie au travers de 4 cas cliniques. Et puis, j'espère que vous trouverez ça sympa et que vous apprendrez un truc de cette formation. Le premier, c'est Bunny, un chat européen mal castré de 13 ans qui est monophthalme. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé à son œil monophthalme, mais là, il est présenté pour l'autre avec un probable mélanome diffus de l'iris de son œil droit. Et donc, voici l'œil de Bunny. Donc, ce patient, il a été considéré comme non-voyant, c'est-à-dire qu'au sein de la consultation, il se cognait à la table, à tout l'environnement qu'il ne connaît pas, il n'était pas du tout à l'aise. Le test du coton était négatif et le réflexe pupillaire, il était peu présent. Il y avait une macrofente palpébrale avec la membrane nictitante qui, elle, était bien en place. Et l'iris était très sombre et on observe une dyschorhie, donc ça ne se voit pas très bien ici. J'oublie que j'ai un petit pointeur maintenant. Ça ne se voit pas très bien ici parce qu'il y a un reflet avec la photo, mais en fait, la pupille, elle est censée faire un joli ovale, et là, elle fait un peu un D inversé, mais ça ne se voit pas trop, je pense, ici. De plus près, on voyait un œdème cornéen. Il y avait une turbidité au niveau de la chambre antérieure. À cause de ces deux éléments troubles, le fond d'œil et la gonioscopie n'étaient pas possibles. L'iris, il était bombé, bosselé, pigmenté, et il y avait une pression intraoculaire à 35 mm de mercure, alors que normalement, c'est entre 15 et 25. Donc, c'était trop haut. On va revenir un petit peu sur cet effet Tyndall. C'est un signe vraiment spécifique d'uvéite antérieure. En fait, c'est une augmentation de la turbidité qui va engendrer qu'on voit une petite lumière entre les deux points. Normalement, on ne devrait pas voir. Cette augmentation de la turbidité, elle est due à une rupture de la barrière hémato-aqueuse. Et donc, il y a des protéines qui viennent un petit peu dans cette chambre antérieure. Et on peut grader cet effet Tyndall. Ça se grade de 1 à 4. Ici, le 1, c'est quand on le voit qu'en lampe à fente. Donc, à l'œil nu, on ne s'en serait pas trop rendu compte. Le 2, ça va être quand on le voit à l'œil nu, mais l'iris et le cristallin sont encore quand même bien visibles. Le 3, c'est quand l'iris et le cristallin deviennent quand même vraiment flous. Donc là, on est un peu entre 2 et 3. Et le 4, c'est quand on a vraiment un agrégat dans la chambre antérieure, donc de la fibrine ou des globules rouges, comme c'est le cas ici. Voilà. Et là-haut, c'est juste pour rappeler les petites images de Purkinje. Donc normalement, quand on met une lumière, peu importe la source lumineuse, on est censé voir 3 images. La première au niveau de la cornée, la deuxième au niveau du pôle antérieur du cristallin et la troisième au niveau de son pôle caudal. Et c'est une image inversée. Et ça, sur une pupille dilatée, normalement, on le revoit bien. Et puis, il n'est pas censé avoir de ligne blanche de lumière entre ces 3 images. À ce moment-là, c'est qu'il y a quand même des protéines, quelque chose qui empêche un petit peu la lumière de passer. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Si, ça va ? Ensuite, pour refaire un petit peu le point sur la gonioscopie, c'est un examen qui va permettre de voir l'angle iridocornéen qu'on ne voit pas normalement. Quoique, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais chez le chat, quand on regarde bien sous certains angles, on arrive quand même à le voir sans lentille. Mais cette lentille, elle va permettre, avec la réfraction de la lumière, d'aller se diriger vers cet angle iridocornéen. Il en existe 2 sortes des lentilles. Il y a le miroir, où la lentille miroir, il en existe à 3 ou 4 miroirs. Et ça permet de voir l'angle iridocornéen sous 3 ou 4 angles. Et puis, il y a la lentille de Koepp, qui est une espèce de sphère comme représentée ici. Celle-là, elle va permettre de vraiment voir à 360. Et elle est assez facile d'utilisation. Il suffit en fait d'anesthésier la cornée. Et puis ensuite, dans la partie concave, on peut mettre un gel de xylocaïne transparent. Et puis, plouf, on a juste à faire un peu ventouse sur l'œil en essayant de ne pas mettre nos gros doigts sales. Et puis après, on peut regarder les images. Le plus dur, finalement, c'est l'interprétation, parce qu'au début, on ne connaît pas et on ne sait pas trop à quoi c'est censé ressembler un angle iridocornéen normal. Et puis, si l'animal il est peu coopératif, vaut mieux le sédater un petit peu, parce qu'elle coûte quand même 400 francs, donc si elle tombe par terre, on n'est pas très content quand même. Ça, c'est chez le chat, quand c'est normal. Ça ressemble plutôt à ceci. Donc la couleur peut varier, ça peut être plus ou moins pigmenté en fonction de comment est l'iris, et ça a le droit d'être plus ou moins dense, mais ça doit rester tout fin comme ça.
Là, ici, c'est un chat qui était atteint d'un mélanome diffus et où ça avait bien envahi l'angle irido-cornéen. Donc notre Bunny, malheureusement, je pense que si on avait pu voir, on aurait sûrement vu une image comme ça. Alors ensuite, pour mesurer la pression, il existe deux options. Il y a soit le tonopène, donc c'est celui-ci, soit le tonovette. Le tonopène, l'avantage, c'est qu'il est vraiment facile d'utilisation. C'est en fait, ça va mesurer la pression avec un effet d'aplanissement. Et c'est vraiment un stylo et c'est super facile à utiliser. Le problème, c'est que c'est quand même gros. Donc il faut anesthésier la cornée pour pas que ça gêne le patient. Et si on a une cornée très abîmée, avec par exemple un gros ulcère, ça va quand même nous faire peur d'aller mettre notre gros machin là-dessus. Donc c'est ça qui est un petit peu contraignant. Le tonovette, l'avantage, c'est que c'est par effet rebond et c'est juste une toute petite tigette qui va faire touk-touk. Donc l'animal n'a ni le temps de le voir venir ni de le sentir, donc il n'y a pas besoin d'anesthésie locale. On peut le faire sur une toute petite portion de cornée saine, donc ça c'est pratique. C'est un tout petit peu plus difficile d'apprentissage parce qu'il faut être bien parallèle, que l'animal ne bouge pas trop, etc. Et encore, les nouvelles générations, ils nous disent un petit peu comment se positionner, donc ça reste assez facile. D'un point de vue coût, le tonopène, il va être à 2400 à environ et le tonovette à 2007. Donc pour 300 francs près, j'irais plutôt choisir le tonovette quand même parce qu'on l'utiliserait plus souvent. Parce que comme on n'a pas besoin d'anesthésier le patient, on va aller rapidement l'utiliser et ça fait toujours assez stylé en consultation. Donc là, comme on ne pouvait pas faire la gonioscopie et qu'on ne pouvait pas faire le fond d'œil, à votre avis, pour explorer cette suspicion de masse de l'iris, quel examen vous ferez? Ouais, exact, une écho. Donc là, on a une super image d'écho qui est faite avec une écho à 35 MHz. Donc nous, en pratique, dans notre clinique, on va plutôt avoir des échographes à 10 Hz, mais elle ne sera pas aussi jolie l'image, mais on arrive quand même à avoir pas mal de choses. On en reverra après des images comme nous avec nos échographes. Et du coup, là, il y a la cornée. Là, il y a la chambre antérieure. Et dans la chambre antérieure, on voit des petites particules qui ne devraient pas y être. Normalement, ça devrait être complètement anéchogène. Donc ça, c'est encore la preuve qu'il y a un effet tyndal positif. Ensuite, il y a l'iris, le cristallin. Ça, c'est les process ciliaires et l'angle irido-cornéen. Et entre cet iris et cette chambre antérieure, il y a encore du liquide ici qui est un petit peu accumulé de manière trop importante. À côté, je vous ai remis une image classique normale d'un chat qui va bien. Là, c'est censé faire juste un joli petit triangle. Et encore, cette chambre postérieure, parfois, on ne la visualise même pas vraiment. Donc là, il y a déjà un souci à ce niveau-là. L'iris, il a quand même toujours un petit côté un peu bombé au niveau de l'arc artériel. Ça, c'est normal. Mais après, il doit nous permettre de voir une jolie fente ciliaire. Donc, on doit voir un petit contenu anéchogène qui part là comme ça. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On voit un contenu tissulaire donc, qui nous montre que l'angle irido-cornéen il est complètement envahi ici. Ensuite, là, c'est quand on regarde plutôt le segment postérieur. Donc là, on se rapproche des images que nous, on obtient avec nos échographes. Et normalement, donc là, il y a la rétine de ce côté. Là, il y a le vitré qui, normalement, doit être aussi tout anéchogène. Ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a quelques petits points qui sont visibles. Donc, il n'est pas 100% anéchogène. Et le cristallin, c'est censé être un joli ovale, également anéchogène à l'intérieur. Et là, il est clairement cataracté. On voit que c'est plutôt tissulaire. Et puis, au lieu de faire un joli ovale, il repart dans le vitré. Donc, soit il y a une luxation postérieure du cristallin, soit il y a déjà du tissu qui est venu au niveau du pôle caudal de ce cristallin. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire quand même un examen à distance. Parce que dans la littérature, ce qu'on sait, c'est que les mélanomes diffus, ça métastase dans 60% des cas. Donc c'est quand même un chiffre qui fait peur et qui mérite que, surtout si les propriétaires ont les moyens et sont motivés, mais en tout cas, il faut vraiment qu'ils soient conscients de ce risque de métastase. Et l'idéal, c'est de faire un scanner tête, thorax, abdomen. Et s'ils ont moins de budget, on peut faire au moins radiothorax et écho-abdo idéalement. Là, chez lui, il n'y avait aucune métastase et on a vu que c'était plutôt une luxation caudale du cristallin. On le voyait mieux au scanner. Donc ensuite, pour rappel, Bunny, il ne voit plus. Il a quand même un œil avec une pression à 35, donc c'est un œil où même s'il ne nous le dit pas, ça lui fait mal.
Et on a cette forte hypothèse de mélanome diffus de l'iris. Donc là, il n'y a pas à tergiverser, il faut faire une énucléation. Donc il existe plein de techniques pour l'énucléation. Celle qui est, d'après moi, la plus facile et qui provoque le moins de saignement, c'est un abord transconjonctival. Donc ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on peut se donner un petit peu de place en faisant une petite cantoplastie latérale ici pour se donner un petit peu d'espace. Et ensuite, avec nos ciseaux, on va venir disséquer au plus proche du globe pour éviter les saignements jusqu'à avoir détaché tous les muscles extraoculaires. Là, l'œil, on sent bien qu'il bouge un petit peu dans tous les sens. Et on va aller essayer de repérer, désolée, on va aller essayer de repérer le nerf optique pour pouvoir le clamper. Et puis ensuite, on enlève l'œil et ensuite, on peut mettre un petit fil sous le nerf optique. Ça, c'est dans un monde idéal, mais il faut savoir qu'il faut faire très attention à ne pas tirer trop fort sur ce nerf optique, parce que derrière le nerf optique, et c'est encore plus vrai chez le chat, pas très loin, il y a le chiasma optique. Et si on tire trop fort, on risque de créer des lésions au niveau du chiasma et de le rendre aveugle au niveau de l'autre œil. Bon, chez Bunny, ça ne posait pas de problème, il n'y avait pas d'autre œil, mais il faut faire quand même attention. Et du coup, chez le chat notamment, si on n'arrive pas très bien à visualiser le nerf optique, il ne faut pas tirer dessus comme un bourrin, c'est pas grave, on coupe tout, le saignement il va être quand même relativement léger, et avec une compresse au fond en attendant 1 minute, il devrait déjà être bien calmé, sinon on peut ajouter une petite goutte d'adré, un petit quelque chose pour calmer ce saignement. Et après, il ne nous reste plus qu'à découper les paupières, où ça saigne aussi un petit peu, et de faire un sous-cut et un cutané. Et moi, j'aime bien rajouter une petite suture en toile d'araignée pour espérer que quand par la suite ça va se creuser, ça se creuse un petit peu moins. Donc c'est un bête fil que je mets un petit peu de droite à gauche et je crée une petite toile. Donc, alors sur ce qui reste, il n'y a pas grand-chose pour s'appuyer, mais sur ce qui reste dans l'orbite, des petits muscles et tout ça. Ouais, moi je le fais pas en attrapant le périoste après. Ouais, moi il se creuse de toute façon, ça c'est sûr, mais j'ai pas encore assez d'expérience sur des années pour voir si ça se creuserait trop, mais oui, c'est juste un petit tips en plus. Je le fais aussi, mais c'est quand même décevant. Oui, c'est quand même décevant. Oui, c'est juste psychologiquement, ça fait du bien de le faire. Ensuite, il faut l'envoyer en histologie. Ça, c'est obligatoire parce que déjà, on n'est pas sûr à 100% du diagnostic. Donc, ça nous permet quand même de le confirmer. Et ensuite, ça va nous aider aussi d'un point de vue pronostic. Là, chez Bunny, ça va envahir tout l'iris. Et c'était des cellules un petit peu en anisocorie avec quand même un rapport noyau-cytoplasme assez élevé. Certaines étaient quand même encore bien différenciées avec des pigments de mélanine qui ont permis de dire que c'était bien un mélanome. Et ça avait envahi l'angle iridocornéen, mais ça n'avait pas traversé la sclère ou plus loin. Ça se contente à l'angle iridocornéen. Et voilà ce qu'on peut y dire. Et donc, en fait, c'est important pour le pronostic parce que si ça touche que l'iris, et dans la littérature, on a montré avec des groupes témoins qui, eux, n'ont pas de mélanome de l'iris, qu'en fait, il y a le même temps de survie une fois qu'on enlève l'œil si ça avait touché que l'iris. Donc, ça vaut vraiment le coup de le retirer tôt parce qu'il y a vraiment une guérison possible. Là, pour notre Bunny, ça a touché l'angle et dans ce cas-là, le temps de survie, il est quand même diminué. Mais dans la littérature, on parle d'encore 80% qui sont en vie 2 ans plus tard. Donc, c'est pas mal. Sinon, l'index mitotique aussi aide pour ce pronostic. Et il y a encore en cours d'étude certains marqueurs immunohistochimiques qui ont l'air très prometteurs pour raffiner davantage encore ce pronostic. Donc, vous l'aurez compris, la problématique du mélanome diffus, c'est qu'on a envie de le détecter tôt, vu que les guérisons sont possibles. Sauf que le problème, c'est que dans les stades précoces, c'est impossible de faire la différence avec une mélanose bénigne. Donc, on peut faire de la cytologie, mais là aussi, on n'aura pas la différence. Donc, on pourrait se dire, on va faire une biopsie, mais ça reste quelque chose de très invasif parce qu'on va quand même rentrer à l'intérieur de l'œil. L'iris, c'est un organe qui est très vascularisé. Donc, automatiquement, on va induire une uvéite iatrogène qui peut être plus ou moins importante. Et parfois, ça va revenir mélanose. Donc, on va se dire super, trop bien. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une mélanose que dans 2 ans, ça ne peut pas se développer en mélanome diffus.
Donc c'est quand même assez controversé cette biopsie. Et encore aujourd'hui, la plupart des auteurs, ils recommandent plutôt de faire un suivi expectatif, donc c'est-à-dire avec des photographies. Donc si vous l'avez vu par exemple comme ça en consultation vaccinale, eh ben, le mieux c'est de faire une photo et puis dire aux gens de bien surveiller, de le revoir dans un mois ou leur redemander une photo dans un mois s'ils n'ont pas trop les moyens de revenir en consultation, et bien comparer ces photos, voir l'évolution. Si ça évolue pas trop, eh ben, on peut se dire 3 mois, 6 mois, 1 an. Si à l'inverse ça évolue vite, il faut quand même tout de suite sonner sur le bouton d'alarme mais se dire qu'il y a quand même de fortes chances que c'est un mélanome diffus de l'iris. Et ce qui peut nous aider, ce qui peut être un peu en faveur, c'est si c'est unilatéral. L'âge du patient, en moyenne, ça touche des animaux âgés de 9 ans. Et surtout, cette évolution et si ça envahit ou pas l'angle irido-cornéen. Donc c'est pour ça que la gonio, parfois, elle peut avoir son avantage, même si chez le chat, à certains endroits, on peut le voir en direct sans gonioscopie. Si ça évolue vite. Donc en un mois ou deux, on peut voir des différences. C'est ça, oui, là justement, c'était un exemple. Cette choupinette, elle est venue pour un vaccin ou en tout cas, c'était pas du tout pour son œil et c'était comme ça. On s'est dit, ah, c'est bizarre, on va quand même prendre une photo. Et un mois plus tard, c'était comme ça. Là, on n'a pas de doute, c'est un mélanome diffus de l'iris, il faut s'en occuper. Est-ce que vous avez des questions concernant le mélanome diffus de l'iris, peut-être? Quel tips tu peux donner aux propriétaires à surveiller chez eux pour venir vite te voir si quelque chose se passe? Ben, déjà, oui, déjà. Intéressant pour ouais. Oui. Déjà, il faut qu'ils le prennent en photo régulièrement, comme ça ils voient si ça grandit ou pas. Et si d'un coup ils voient un œil douloureux, qu'ils voient quelque chose qui change de d'habitude, parce que quand il y a un glaucome ou des choses comme ça peut vite faire de l'œdème au niveau de la cornée, des choses qu'il peut arriver à voir. À ce moment-là, il ne faut pas qu'il hésite à venir vite. Ouais. Tu avais quelque chose à suggérer? Il y a d'autres signes d'appel qui peuvent faire un diagnostic différentiel facile entre la mélanose et le mélanome. Ça va être tout ce qui est dysphorie unilatérale, donc asymétrie d'une pupille par rapport à elle-même ou la mésoporie. Oui, c'est sûr. Tout ce qui est relief de la mélanose, en fait. Oui. Si les gens et ça, les reliefs, ils peuvent facilement s'habituer à regarder l'œil du chat comme ça sur le côté, et dès qu'ils voient que cette tache, elle a l'air de prendre un relief, alors ça c'est très mauvais signe aussi. Oui, c'est vrai. Pardon ? La mélanose est toujours plate, mais attention que dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui ont enlevé les yeux aussi. Alors on est sûr et certain. Merci, mais j'ai un verre. Regarde là. Les mélanoses axiaux et l'inverse aussi. Donc mieux l'enlever un œil, on en a deux. Enfin, lui, il n'en avait pas deux. Lui, il n'en avait pas deux, mais il voyait déjà plus. Donc c'est voilà. Et tu n'as jamais pas d'infos sur juste une bête ponction d'humeur aqueuse et une cyto là-dessus, une petite centrifugation qu'on peut même faire soi-même, un peu comme une analyse d'urine, et regarder le culot. Normalement, on doit pas voir du tout. Et si on voit des cellules ou des cellules pigmentaires, ça peut quand même assez en faveur d'un mélanome. Mais dans ce cas-là, tu vois des traces d'uvéite ou des choses comme ça, non? Il y a des cellules, en fait, qui sont tellement habituées, qui sont des cellules propres. Donc si tu as des cellules de l'iris qui se baladent dans l'humeur aqueuse, il n'y a pas d'uvéite. Oui. Parce qu'elles sont là, elles ont droit. Oui. Et puis la tonométrie aussi, c'est intéressant. Ah bah s'il y a une augmentation, c'est sûr. Il y a de la couleur, ça pue. Oui, ça c'est sûr. Le premier ganglion touché, c'est mandibulaire, rétropharyngé, ou on a encore d'autres ça peut totalement parfois sauter les ganglions et aller directement en abdominal où il ne faut pas trop s'y fier. Puis ça peut être contralatéral, c'est vraiment très très variable. C'est ce qui est horrible avec ce mélanome diffus, c'est que tout est variable. Ça peut mettre du temps à changer. Non, pas d'office, oui. Puis la mélanose, elle est hyper fréquente, c'est pas systématique. Oui. Presque tous les jours. Oui, c'est ça. Oui. Oui, moi j'ai jamais eu besoin d'en avoir recours, mais oui, ça existe pour d'autres chirurgies, on peut tout à fait l'utiliser, oui. Ouais. Oui, voilà, ça. Puis au pire, il va
pleurer un tout petit peu du sang de ces petites sutures, on prévient les gens avant et ça va vite se résoudre. Quand c'est un mélanome, il y a toujours une augmentation de pression. Dans les stades précoces, il n'y en a pas d'augmentation. Dans les stades précoces, pas forcément. Si ça touche que l'iris, il n'y a pas de raison d'avoir une augmentation de pression. Vous avez encore des questions peut-être ou ça va? On passe à la suite. On passe sur du lapin avec Gommette, qui est une lapine naine de 8 ans qui a été présentée pour une modification de sa membrane nictitante de son œil gauche. Ça a évolué depuis quelques semaines et puis il n'y a rien d'autre à signaler sur Gommette. Et donc Gommette, son examen ophtalmologique, il était tout à fait normal. Elle avait un comportement normal lors de la consultation, un comportement exploratoire normal. Il n'y avait rien à signaler. Les réflexes pupillaires directs et indirects, ils étaient bons, même si chez le lapin, c'est pas toujours aussi évident à faire que chez le chien et le chat, et pour un peu moins se formaliser si c'est pas bon. Du coup, là, est-ce que quelqu'un veut se lancer et me dire qu'est-ce qu'il voit qui cloche? Je suis sûre que vous l'avez tous vu. On voit des tissus roses, je sais pas, ça paraît plus gonflé. En général, c'est plus lisse Ouais. dans l'angle. Et derrière, le truc plus, si je peux dire, plus. Schmurf dégoûtant. Oui, j'allais dire un peu comme une crotte de nez. Hein. Comme moi, je suis dans les nez, voilà. D'accord, oui. On va comparer, hein. C'est ça, là, il y a une déformation quand même du bord libre de la membrane nictitante, avec une lésion pigmentée et un petit peu nécrotique sur les bords. Et il y a une conjonctivite modérée bulbopalpébrale ici. Mais voilà, donc en hypothèse première, vous diriez quoi sur une lapine de 8 ans? Oui, mais oui, tumorale. En premier, on pense quand même malheureusement à une tumeur. Après, ça pourrait aussi être une inflammation suite à un trauma qui aurait engendré de la fibrose. Mais bon, quand on commence à faire des phrases un petit peu tirées par les cheveux comme ça, c'est déjà moins probable. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une cytologie. Donc, en ayant anesthésié la cornée, on a utilisé une cytobrosse. Et en fait, on tourne gentiment, toujours dans le même sens, au niveau de sa membrane nictitante. Et puis après, on tourne toujours dans le même sens sur notre lame de microscope. Et puis, on va regarder qu'est-ce qu'on voit un petit peu comme cellules. Là, c'était pas concluant. On voyait quelques cellules inflammatoires, mais sans plus. Du coup, on a proposé des biopsies sous anesthésie, mais la propriétaire, elle a décliné. Et du coup, on a fait un traitement avec du Fradexam à raison de 3 fois par jour pendant 15 jours. Et on l'a revu 15 jours plus tard. 15 jours plus tard, c'était comme ça. Donc, il y a une dégradation vraiment très rapide des lésions, avec beaucoup de nécrose, un tissu caséeux horrible. Du coup, là, évidemment, l'hypothèse tumorale, elle devient quand même dominante. Et là, on a réussi à convaincre la propriétaire de l'anesthésier pour lui faire une exérèse de cette membrane nictitante. Et on en a profité pour faire un petit scanner un petit peu pirate au cas où en plus. Donc ça, c'était le scanner. Le scanner, il a montré une masse d'échogénicité tissulaire légèrement hétérogène qui repoussait le globe en rostro ventral et elle faisait 11 x 7 mm. Et au niveau des poumons, au niveau du lobe caudal droit, il y avait un foyer hyperéchogène qui pourrait être un foyer de fibrose ou malheureusement une métastase. Donc ensuite, on l'a opérée. Elle a été opérée à l'aide d'un laser à CO2, ce qui permet d'avoir à la fois, en même temps que de découper, d'avoir une coagulation. Et donc, du coup, ça évite d'avoir des saignements, de plus rien y voir. Donc, ça, quand on sait l'utiliser, ça facilite vachement la chose. Je dis quand on sait l'utiliser parce qu'il ne faut quand même pas qu'il aille toucher la cornée, parce qu'à ce moment-là, il peut quand même faire des dégâts sur la cornée. Donc, dans d'autres images, il avait protégé avec un petit bout de bois la cornée pour être sûr de ne pas la toucher. Oups. Et là, en enlevant cette membrane nictitante, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des cellules pigmentées qui avaient envahi toute la conjonctive ventrale palpébrale.
Donc ça sentait pas très bon, on a essayé d'enlever au maximum, mais on ne pouvait pas du tout garantir une exérèse complète. Ensuite, encore une fois, on envoie en histologie, on a envie de savoir ce que c'est. Et donc là, l'histologie, c'est revenu avec des... Alors, pire que tout à l'heure, il y avait vraiment une anisocorie importante, avec des cellules très peu différenciées, un nombre de mitoses impressionnantes, un rapport cytoplasme sur noyau, enfin noyau sur cytoplasme très élevé, et des cellules géantes comme ici. Et on voyait aussi des emboles déjà dans des vaisseaux lymphatiques. Donc quelque chose de vraiment très invasif. Et certaines cellules, comme ici, on devinait des petits pigments qui pourraient être quand même des pigments de mélanine. Donc en premier, on pense quand même à un mélanome. Donc elle est repartie, Gommette, avec de l'ophtalmon pendant une semaine. Au contrôle, tout allait bien. Elle est revenue nous voir un mois plus tard pour blépharospasme. Et en fait, elle avait l'œil complètement fermé avec plein de sécrétions mucopurulentes. Et quand on a ouvert l'œil, ça donnait l'image qu'on voit là. Donc il y avait vraiment une conjonctivite très importante avec un envahissement de toute la paupière inférieure, de toute la conjonctive et paupière. Et à côté de ça, elle gardait un très bon état général. Donc elle est juste repartie sous Fradexam et quelques semaines plus tard, son état s'est dégradé et elle a été malheureusement euthanasiée. Voilà. C'était un petit cas assez rare. Dans la littérature, ça n'avait jamais été décrit chez le lapin. Ça a été décrit 2 fois chez le cheval. Et sinon, il y a quand même quelques cas chez les chiens et les chats. Avec le premier cas qui a été décrit dans les années 1980 chez le chat, suite à... En fait, c'était un chat qui faisait des crises d'épilepsie et pas mal de problèmes neurologiques. Et au bout d'un moment, il a été euthanasié. Et à l'autopsie, ils ont vu des métastases au niveau de son encéphale et au niveau de ses poumons. Et ils se sont rendus compte que la tumeur primaire, c'était une tumeur mélanique de la membrane nictitante, mais qu'ils n'avaient absolument pas vu avant. Donc ça vaut le coup de bien regarder partout. Et voilà, donc c'était un petit cas comme ça. Vous avez des questions sur Gommette? Pas vraiment une question, mais c'est là que c'est hyper intéressant l'histoire du scanner, c'est qu'en fait, tu ne constatais pas d'exophtalmie. Non. Non, cliniquement comme ça. C'est étonnant en fait. Ouais, c'est assez étonnant. Mais cliniquement comme ça, on ne voyait pas. Ouais. Ouais. Il n'y a que des mélanomes en tumeur de l'œil? Non, il n'y a pas que des mélanomes. Le lapin, il y a certains lymphomes qui ont été décrits, mais en général, c'était toujours des métastases de lymphome digestif au niveau de la membrane nictitante. Mais à part ça, il n'y a pas de tumeur décrite de membrane nictitante chez le lapin aux dernières nouvelles. Mais Moi oui. je ne me connais pas du tout, mais les lapins, ils font bien si on leur enlève l'œil ou... Ah oui, ils se débrouillent bien. Ils voient moins d'un côté, mais ça ne change pas trop leur vie. Par contre, ce qui est délicat dans l'énucléation de l'œil du lapin, c'est qu'il y a un sinus derrière. Et ce sinus veineux, si on le touche, on peut quand même créer une hémorragie qui peut être fatale pour le petit lapin. Donc c'est moins facile à réaliser. Si c'est un grand lapin, ça va. Ça va le faire, c'est bon. Donc ensuite, on a Sweetie, qui est une chienne épagnole breton de 6 mois trop mignonne, qui a été présentée pour une suspicion d'abcès rétrobulbaire. À votre avis, c'est quel œil de Sweetie qui n'est pas normal? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son œil droit? Ouais, exophthalmie. Il y a aussi il y a aussi un strabisme divergent, donc son œil fait un peu poupe comme ça. Et il y a une protrusion de la membrane nictitante. La rétropulsion, elle était négative, et quand on ouvrait la gueule, on avait l'impression qu'elle avait une légère douleur. Donc le DDX de ça va comprendre en fait tout ce qui peut provoquer une exophthalmie du globe, donc ce qui est contenu dans le globe, donc ça veut dire les muscles, la graisse orbitaire, le nerf optique, tout ça, ça peut créer des problèmes comme ça. Mais aussi tout ce qui est extérieur à ce globe oculaire, mais en contact avec celui-ci, parce qu'en fait, chez notre chien, contrairement à chez l'homme où c'est quand même relativement tout ossifié, chez le chien, entre l'os temporal et l'arcade zygomatique, il y a un ligament orbitaire, donc déjà là, c'est pas ossifié.
Et au niveau du plancher, c'est séparé de la cavité buccale uniquement par le muscle ptérygoïdien médial. Donc tout ce qui est infection des dents, de la glande zygomatique et un petit peu tout ce qui est dans cette région, ça peut aussi provoquer une exophthalmie. Pardon, j'ai un peu montré ce que je voulais vous poser comme question. Qu'est-ce qu'on va faire comme examen? Donc une échographie, oui. Ça, c'était l'échographie de Sweetie. Donc ça, c'est vraiment une image, vous voyez, je pense que tous ceux qui ont des échographes ici, la sonde linéaire ou même la circonvexe à une fréquence de 10, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et c'est vraiment facile, il suffit d'anesthésier à nouveau la cornée pour être sûr qu'il ne soit pas gêné. Et ensuite, on peut mettre notre gel d'échographie classique. Que la paupière soit ouverte ou fermée, finalement, ça ne change pas grand-chose pour obtenir, on fait pouf, un axe comme ça et on obtient déjà, hop, et on obtient déjà une image comme ceci. Donc en haut, il y a la chambre antérieure. La cornée, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très bien du coup, parce que c'est un peu trop superficiel. Mais ensuite, on voit bien la chambre antérieure. Il y a l'iris de chaque côté qui tient avec les process ciliaires qui tiennent le cristallin. Donc là, on ne voit pas sur cette image, mais l'écho, c'est mobile. Et quand on bouge un peu, normalement, on voit très bien aussi le pôle caudal du cristallin et ça fait un joli ovale où c'est anéchogène dedans. Et ensuite, il y a notre vitrée qui est tout anéchogène bien comme il faut et la rétine qui est bien appositionnée comme elle doit l'être. Ça fait un joli cercle. On voit une rétine décollée, ça ferait un V dans le vitré, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et ensuite, on devine un petit peu le nerf optique et il y a les muscles et on voit rien qui nous paraît anormal. Donc on se dit, bah mince, il est où l'abcès? Parce que normalement, s'il y avait un abcès, on serait censé soit voir une image un petit peu comme ça. Là, c'est un abcès qui est encore en formation, donc on est plutôt dans des stades où ce n'est pas encore accumulé en pus, où c'est surtout inflammatoire et où on va donner de l'antibiotique et de l'anti-inflammatoire, mais il n'y aura rien à faire chirurgicalement. Et là, l'abcès il commence à être beaucoup plus formé, avec une poche de liquide où il y a moyen qu'on puisse arriver à retirer un peu de pus de là-dedans. Et donc, pour retirer du pus, quand on a vu la jolie dernière image, une des techniques qui est recommandée, c'est d'anesthésier le patient, l'intuber et de passer en arrière de la dernière carnassière. Là, celui-ci, il a eu de la chance, il y avait un épié. Donc, on a tout de suite vu la cause. Et sinon, l'idée, c'est d'aller faire une petite incision en arrière de cette dernière carnassière et ensuite d'enfoncer un clan jusqu'à sentir un petit peu que ça bute. C'est censé être assez facile. Je ne l'ai jamais fait en pratique, je vous avoue, mais c'est censé être assez facile d'enfoncer le clan. Peut-être que tu as déjà fait. Et, on peut le faire sous contrôle écho. Mais souvent, voilà, là, il y a déjà un petit peu le canal qui est créé. Et du coup, ensuite, on ouvre le clan, une fois qu'on sent qu'on ne peut plus avancer. Et puis là, il y a du pus qui doit couler. Et victoire, pour les gens, ça fait un budget moins important aussi. Et on est très content si on arrive à ça. Après, c'est recommandé de ne pas flusher. Donc, ce n'est pas comme les abcès de chat où on va nettoyer à fond. Là, c'est recommandé de plutôt pas le faire parce qu'on risque d'aggraver l'inflammation et d'aggraver l'exophthalmie. Donc, juste, on vide ce qu'on peut vider. Et ensuite, on donne une antibiothérapie par voie générale. On recommande aussi de l'alimentation semi-humide pour pas qu'il y ait la grosse croquette qui vienne un peu se bloquer. Et on recommande aussi de protéger l'œil s'il est en exophthalmie parce que les paupières, elles vont plus faire leur job habituel. Donc, on met de la vitamine A ou un petit quelque chose comme ça pour protéger l'œil. Donc, nous, on n'avait pas vu l'abcès. Donc, on est obligé de passer par le scanner pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et donc, le scanner de Sweetie, en vue dorsale, après injection de produit de contraste, ça a montré une inflammation du muscle oculomoteur droit ventral. Donc, il était vraiment rehaussé et épaissi. Ce type d'inflammation, on appelle ça une myosite extraoculaire. L'épiet, c'était pas chez elle? Non, c'était pas chez elle, l'épiet. C'était un autre exemple. Malheureusement. Mais vous allez voir, ça finit bien pour elle aussi. Donc, c'est le genre c'est une pathologie rare qui répond très bien à une corticothérapie. Donc, on lui a donné 1,5 mg kilo CID pendant 2 semaines et ensuite une diminution progressive. Mais déjà, au bout de 3 jours, elle était tout à fait normale, Sweetie. Donc, on est d'accord que si ça avait été un abcès ou quelque chose d'infectieux, si on n'avait donné que de la cortisone, ça aurait flambé, ça aurait été la catastrophe. Hein.
Donc ça permet de confirmer notre hypothèse diagnostique. Et c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature, surtout chez les Golden Retriever femelles de jeune âge. Donc si vous en voyez un jour un comme ça, vous pensez à moi parce que c'est l'image typique, c'est ça normalement. C'est toujours bilatéral. Je n'en ai pas trouvé comme ça en aigu qui était unilatéral dans la littérature. Voilà, on retient, c'est surtout les femelles Golden Retriever de jeune âge et plutôt entières. C'est une pathogénie qui reste peu connue. On se dit que c'est quand même quelque chose qui joue avec l'immunité parce que qu'on donne de la cyclosporine ou de l'azathiopyline ou notre cortico, ça répond en général très bien. Et c'est quelque chose où on peut faire un parallèle avec chez l'homme et la myosite orbitaire idiopathique de l'homme, qui est une pathologie qui va toucher environ... qui chez les hommes, dans 60% des cas, c'est unilatéral. Donc finalement, notre sweetie, et puis souvent ça touche qu'un seul muscle, comme notre sweetie. Donc finalement, notre sweetie, elle ressemblait plus à ce qu'on peut retrouver chez l'homme, qui se traite exactement de la même façon que les autres golden. Mais voilà, on peut, si on veut en être sûr, on peut faire des biopsies, mais c'est quelque chose d'assez invasif. Et finalement, avec la réponse clinique, il n'y a pas besoin de passer par cette étape de biopsie. Non, elle avait 6 mois, sweetie. Ça récidive Alors, on dit que ça récidive si on arrête trop tôt la prénisolone. Il y a des articles qui disent que si on arrête avant 21 jours, il y a quand même des récidives. Si on n'arrête pas trop tôt, ça ne récidive pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas? Oui, moi j'avais par exemple en urgence, si les propriétaires ils n'ont pas le budget pour aller au scanner et on ne voit rien à l'écho, qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Très clair. Ouais. C'est vrai que les deux traitements ils sont complètement opposés. Oui, si c'est ta Golden Retriever jeune femelle et que c'est bilatéral, maintenant tu peux y aller sur ça en disant c'est très rare, mais je pense que c'est ça quand même en premier. Et tu peux partir sur la cortico avec toujours nos petites phrases un peu classiques qu'on a tendance à mettre, comme quoi les examens complémentaires ils n'ont pas voulu, mais si c'est ça, ça va. Si c'est l'abcès, la sweetie, c'est unilatéral, sweetie en plus elle joue avec des bâtons, là il y a quand même une forte suspicion d'abcès. Malheureusement, s'ils n'ont pas les moyens, ils sont au courant qu'ils n'ont pas fait les examens, je mettrais plutôt INS antibio et on voit ce que ça donne. Et protection de l'œil. Ok, et est-ce que le pronostic il est plus mauvais si on démarre, plus tard on démarre la corticothérapie? Est-ce qu'il y a un risque qu'il n'y ait pas de réponse au traitement C'est pas décrit, non. C'est pas décrit. D'autres questions? Avec d'autres myosites, c'est équivalent à de l'atrophie musculaire. Oui. Donc est-ce que, là, vu que c'est tellement... Ça pourrait, parce que quand même, quand ils font des biopsies, on voit des zones de nécrose, donc ça pourrait peut-être quand même faire une atrophie musculaire si on attendait trop. Mais c'est pas décrit. En pratique, ça veut dire mettre de la vitamine A ou de l'humigel, en tout cas que ce soit au maximum lubrifié. Donc la vitamine A, ça tient plus longtemps, c'est pour ça que je préfère en général, parce que les gens ils vont pas aller s'amuser à mettre ça toutes les heures. Donc vitamine A 3 fois par jour, c'est déjà pas mal. Vous avez d'autres questions? Non? Bon, c'est le dernier. C'est Clyde, un British Shorthair de 9 ans. C'est un chat d'intérieur peu coopératif en consultation. Il a toujours cette petite tête fâchée. On le voit souvent. Et à part des cystites idiopathiques, il n'avait pas vraiment d'antécédents. Il a été présenté, maintenant c'était au début de quand je suis venue, donc c'est il y a presque 2 ans. Il a été présenté pour un blépharospasme et un larmoiement aigu au niveau de son œil gauche. Et le test fluo était positif. Et il montrait un ulcère épithélial en carte de géographie. Donc quand on dit en carte de géographie, ça veut dire qu'en gros ça ressemble à un continent, ça ressemble un peu à rien, mais on pourrait se dire hey, c'est un continent. Donc c'est ça qu'on appelle carte de géographie. Et il y a eu une résolution rapide avec un traitement à base de Floxal 3 fois par jour. Le problème de Clyde, c'est surtout qu'il n'a pas arrêté de faire des récidives. Donc, il a fait plusieurs récidives. À chaque fois, ça répond très bien au traitement. Donc, dès qu'on lubrifie à nouveau sa cornée, parce que le Floxal, il contient à la fois un lubrifiant et une antibiothérapie, parce qu'on a perdu la barrière principale de l'œil avec cet épithélium, donc c'est important de protéger. Mais dès qu'on lui donnait ce traitement, il répondait très bien.
Mais du coup, à un moment donné, on s'est dit qu'il allait peut-être falloir investiguer un peu plus loin. Et le premier malfaiteur, quand on a comme ça des ulcères superficiels chez le chat, c'est l'herpès virus félin. Et du coup, on a fait une PCR et c'est revenu pas détectable. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Il y a très souvent des faux négatifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet herpès virus, c'est un virus qu'ils vont attraper dans le jeune âge, en général, plutôt quand ils sont avec leur portée. Surtout maintenant que c'est un chat d'intérieur, il l'a sûrement attrapé quand il était jeune. Ça fait en général au début une conjonctivite et pas forcément beaucoup plus. Et ça peut même passer un petit peu inaperçu. Et il va aller rentrer en latence dans les ganglions trigéminés, ce vilain. Et en cas de baisse d'immunité, il sent que là, d'un coup, ça devient propice pour lui. Et donc, il va, de son ganglion trigéminé, il va passer par les nerfs sensitifs. Donc, c'est le nerf 5, jusqu'au niveau de la cornée, où là, il va aller dans les cellules épithéliales. Il va s'y reproduire jusqu'à ce qu'il se reproduise trop et que la cellule elle rentre en apoptose. Et quand elle rentre en apoptose, elle dégage des signaux d'alarme. Donc elle va dégager des cytokines, chymokines et tout ce qu'on connaît. Donc là, il y a quand même toutes les cellules inflammatoires qui vont gentiment venir. Donc il n'y en a pas beaucoup au niveau de l'œil, mais il y en a quand même un petit peu qui peuvent venir soit de la conjonctive, soit au niveau stromal. Et là, paf, le virus, il va sentir que pour lui, c'est plus propice. Il va retourner dans son ganglion. Et sauf que toute cette inflammation, ça peut parfois dégrader encore un petit peu l'ulcère. Et nous, quand on le voit, il n'y a que les séquelles finalement de ce qui s'est passé. Et quand on fait notre cytobrosse pour faire notre PCR, le virus est déjà bien loin dans son ganglion. Donc c'est ça qui arrive souvent et qui fait que c'est négatif. Donc l'intérêt de faire des PCR, il est parfois un petit peu mitigé. Si les gens n'ont pas trop de sous, moi je leur ferai pas faire une PCR, sachant le haut taux de négativité. D'autres possibilités pour guérir un herpès virus qui ne voudrait pas guérir, avec tout le temps des ulcères qui gênent vraiment l'animal, parce que l'ulcère superficiel épithélial, c'est vraiment le plus douloureux. C'est là où il y a le nerf sensitif. Donc, on en a une qui a déjà eu des ulcères ici qui peut vous le dire. Ça réveille la nuit. C'est vraiment pas agréable. Donc, c'est vrai qu'on a envie de faire en sorte que ça ne se reproduise plus et de les traiter. On peut avoir recours aux antiviraux. Alors, en local, ça va être, le nom commercial, c'est le Virgan, c'est du ganciclovir. C'est quelque chose qu'on n'a depuis pas très longtemps en Suisse, mais c'est bon, on l'a maintenant. Et on peut le trouver en pharmacie. Et le problème, c'est que pour que ça marche, il faut l'administrer beaucoup. Donc, généralement, il faut l'administrer 4 à 6 fois par jour pendant 2 semaines. Donc, ça reste quelque chose de contraignant. Et les études montrent que ça marche in vitro. In vivo, on n'a pas encore non plus trop de données à ce niveau-là. Mais a priori, ça fonctionne quand même bien. Après, il existe des versions PEROS. Mais la version PEROS, pour que ça marche, il faut des grosses quantités. Et c'est hors AMM parce qu'on prend ça aux humains à nouveau. Donc c'est avec le famciclovir. Et pour la posologie, c'est 90 mg kilo bide atide. Et en fait, les comprimés dans le commerce, en pharmacie, sont à 125 mg. Et les 10 comprimés coûtent 40 francs. Donc ça coûte vite cher. Il faut administrer des bonnes quantités de comprimés. Et en plus, la réponse est très variable d'un chat à l'autre. Donc c'est pas... Moi, honnêtement, si vraiment les gens ils me forcent la main, j'en donnerais. Mais sinon, j'ai un peu envie de leur dire non pour le côté PEROS en tout cas. Et sinon, il existe des techniques chirurgicales pour quand on n'arrive vraiment pas, là c'est le dernier recours, quand on n'arrive pas à résoudre cet ulcère, on peut faire une greffe de conjonctive mince. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va perdre un petit peu de la vision parce qu'on met quand même de la conjonctive à la place de la cornée, mais on essaye que ce soit le plus mince possible. Et pour l'animal, finalement, on ne voit pas que ça le dérange plus que ça. Et ça permet qu'il y ait tout le temps des vaisseaux sanguins, des cellules inflammatoires qui soient là et qui disent à notre vilain virus, non, là, c'est pas propice pour toi, ne reviens plus. Et ça marche vraiment bien. Mais c'est quelque chose qu'on fait plutôt en dernier recours parce que déjà, c'est sous anesthésie, sous microscope opératoire, et c'est un certain coût du coup. Et c'est quand même, ça diminue quand même la vision de l'animal un petit peu.
Mais on a dit que du coup, il y avait une baisse d'immunité qui expliquait que notre virus il prend le dessus comme ça. Donc ça peut être simplement un stress. Hein. Donc je suis allée en pension, j'ai stressé, hop, j'ai fait mon herpès virus. Mais là, chez Clyde, il n'y avait pas vraiment de stress qu'on arrivait à trouver. Et au bout d'un moment, on s'est dit, il faut quand même investiguer un peu plus loin. Donc à commencer par une prise de sang complète. Et la prise de sang, catastrophe. La biochimie était normale, mais l'hémato, c'est peut-être un peu coupé, non, ça va. L'hémato, on a une anémie qui est modérée, non régénérative, et surtout, on a vraiment une leucopénie avec une neutropénie et une lymphopénie. La première fois, on s'est dit, bon, c'est peut-être la machine, c'est peut-être lui à l'instant T, et peut-être que si on refait dans une semaine, ce ne sera pas aussi horrible. Donc on a refait un peu plus tard la prise de sang. C'était toujours catastrophe. Et donc là, on a sauté un petit peu sur les examens complémentaires. Alors, sous forte sédation, avec Clyde, mais on lui a fait une écho-abdo, des radiothorax, un test FLV-FIV. Tout ça, c'était négatif. Et du coup, avec l'accord de la propriétaire, on a poussé un petit peu plus loin la sédation et on a fait des ponctions de moelle osseuse. Et c'est revenu, malheureusement, lymphome de low grade. Donc, avec l'accord de la propriétaire, on n'est pas parti sur des choses type chimio. Clyde, il n'aurait pas aimé, je pense. Donc, on est plutôt parti sur juste de la corticothérapie à 1 mg kilo CID. Et en fait, il va très bien avec ça. Il a une très jolie hématologie. Les deux Alexandra le suivent bien. Et dès qu'on diminue, ça rechute. Mais sinon, ça va bien. Ça fait longtemps tout ça. Oui, ça va faire 2 ans en fait. Et un jour, Clyde, il est venu avec, comme motif de consultation, une tache dans l'œil. À votre avis, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez une idée de ce que ça peut être, cette tache? Exactement, un séquestre cornéen. En fait, c'est quelque chose qui arrive que chez le chat, ça n'existe pas chez le chien. C'est une nécrose du stroma cornéen et on ne sait pas trop pourquoi ils font ça. On n'a pas trop l'explicatif de la pathogénie là-bas derrière. On sait juste que c'est une nécrose du stroma et que ça peut être soit ça peut être classé dans ce qui est dégénératif, les dégénérescences stromales. Donc ça veut dire qu'il y a eu, pour que ce soit dégénératif, c'est qu'il y a eu quand même un phénomène chronique comme ça qui a alimenté les choses. Donc soit des ulcères à répétition, soit une kératite chronique. Et quand on met pas mal de cortisone aussi, ça peut augmenter les risques de faire un séquestre cornéen. Et ça peut aussi parfois être une dystrophie stromale. Donc ça veut dire que c'est des patients qui n'ont pas forcément eu des antécédents d'ulcères, etc., qui allaient tout bien et qui d'un coup, paf, font leur séquestre. Et ça, c'est des races qui sont prédisposées. C'est toutes les races avec le petit nez écrasé. Donc on suspecte que c'est quand même parce qu'ils ont tout le temps les yeux un peu plus exposés. Et en particulier, le persan à poils blancs, c'est celui qui en fait le plus. Et du coup, ce séquestre cornéen, ça va être important de le retirer, à la fois parce qu'il gêne la vision de l'animal, et à la fois parce que cette nécrose, elle peut devenir de plus en plus profonde, jusqu'à parfois aller jusqu'à une perforation de l'œil. Donc en général, c'est très très rare, mais il ne faudrait pas que ça arrive. Donc le mieux, c'est de ne pas trop traîner pour opérer. Donc on va retirer la partie nécrotique. Donc on fait une kératectomie. Donc on va dessiner un petit carré autour de notre endroit nécrotique. Et puis avec là, c'est un couteau Crescent, c'est un couteau un petit peu plat mais bien tranchant sur les bords qui va nous permettre de faire une dissection de mousse de notre kératectomie. Et puis on enlève ce morceau, on regarde s'il reste des pigments. S'il reste des pigments, on va plus profond parce que s'il reste des pigments, ça va récidiver. Donc parfois, on arrive à des moments où on est très profond, pas loin de la desmétocèle. Ça peut être un peu... On a difficile de le prévenir à l'avance. Donc c'est un peu au moment de la chirurgie qu'on le voit. Ensuite, après, il va exister plusieurs techniques pour là, on a un gros trou au niveau de la cornée, donc il va falloir qu'on le comble. Et pour ça, il existe plusieurs techniques. Ici, ce qui a été utilisé, c'est un partial ou transposition cornéosclérale. En fait, l'idée, c'est qu'on a prolongé les traits de la kératectomie jusqu'au limbe et à la conjonctive. Et donc, on prolonge, on arrive au limbe. Au niveau de la conjonctive, on va faire un petit bouton un petit peu plus latéral pour être sûr d'avoir assez. Et puis, on va couper le limbe avec des petits ciseaux. Et en fait, c'est ça la partie la plus touchy parce que le limbe, il est très dur à couper
Et la conjonctive, à l'inverse, chez le chat, elle est super fine. Et donc, pour avoir un joli lambeau qu'après on va aller ravancer jusqu'à l'endroit de l'ulcère, c'est la partie la plus compliquée. Et l'idée, c'est qu'après, notre lambeau, il tienne sans qu'on ait besoin de tirer dessus, qu'il soit vraiment positionné correctement. Et là, il ne nous reste plus qu'à ajouter les points. Et donc, en général, on commence au niveau des angles et ensuite on choisit, soit on fait un surjet, soit des points simples. L'avantage des points simples, c'est que s'il y en a un qui saute, c'est un peu moins embêtant que le surjet. Donc ça, c'était une des possibilités. Elle est encore parfois un peu controversée parce qu'il y a des auteurs qui disent si on greffe de la cornée à l'endroit où il y a eu le séquestre, ça reste de la cornée, donc ça peut à tout moment refaire un séquestre. Mais d'un autre côté, on a permis d'avoir un axe visuel quand même bien joli pour notre petit chat. Et en réalité, moi j'ai pas mal travaillé avec le docteur Thomas Dulaurent à Saint-Martin, qui fait tout le temps ça. Et pour l'instant, c'est juste un docteur, hein, c'est pas la littérature, mais il n'a pas eu de récidive de ces séquestres. Et Clyde va très bien, vous verrez après. Mais sinon, d'autres possibilités, il y a la greffe conjonctivale, ça vous connaissez tous, c'est l'espèce de gros machin rose qu'on vient mettre en plein milieu de l'œil. Donc ça cache quand même un petit peu la vision, mais au moins c'est de la conjonctive. Donc il n'y a pas de risque que ça fasse un séquestre à ce niveau-là. Encore que si on décide de couper le pied de cette greffe, et à ce moment-là, la conjonctive, elle se retransforme gentiment un petit peu en cornée et elle peut elle aussi faire un séquestre. Donc on recommande d'éviter les greffes en îlot, donc qui serait une greffe de conjonctive sans le pied, et d'éviter de couper le pied si on a fait une greffe de conjonctive. Mais du coup, on perd en transparence. D'autres choses sont possibles, comme la kératoplastie lamellaire, je ne vais pas y revenir, ou comme des greffes de biomatériaux qu'on pourrait mettre. Avec juste petite parenthèse, la membrane amniotique, c'est super pour les ulcères à collagénase du chien, parce qu'il y a un anti-protéase dedans. Du coup, ça peut être bien. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Clyde, l'évolution, ça s'est super bien passé. Il est reparti sous Tobrex 3 fois par jour pendant 2 semaines. Et ça, c'est à 2 semaines post-opératoire. C'était très joli, il était confortable. On a prolongé le Tobrex d'1 semaine. Ici, on voit quand même un petit bourgeon inflammatoire. Les points ils commencent à tous partir, mais la cornée en dessous, elle est très belle. Donc, on était encore très satisfait du résultat. Et là, on a voulu gagner un petit peu en transparence. Donc, du Tobrex, on est passé à du Tobradex, où là, on a l'anti-inflammatoire dedans qui va nous aider à calmer ces bourgeons et l'inflammation. Et là, on est à 2 semaines post ici, donc à 5 semaines au total. Et le résultat, il est quand même assez joli. Et maintenant, Clyde, il fait même de la photographie. Et franchement, ça ne se voit pas. Hein. Il a son compte Instagram, si vous voulez suivre Madame Konechny et Clyde. Voilà. Il n'a plus jamais refait d'ulcère. Plus jamais refait d'ulcère, non. Mais en même temps, il a une hémato qui est toujours assez bien. On pourrait imaginer, mais il n'en a plus jamais refait, non. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Le séquestre cornéen, il correspond exactement à l'endroit d'où il y a l'ulcère en général. Et si vous devez dessiner la carte de géographie... Ouais, la carte de géographie, elle se trouvait quand même plutôt à cet endroit, oui. Oui. Bon, eh bien, merci. Vous avez été très sage. Merci de m'applaudir. Ouais, je vais faire ça.